vous emmener dans un monde différent, celui où le UX n'est pas une interface seulement. Et pour ça, j'en ai toutes sortes d'objets. Je suis une collectionneuse chevronnée de choses inspirantes, selon moi. Des fois, je suis la seule à le trouver bien inspirant, mais c'est ça. Donc, tout commence ce soir avec une boîte à chaussures. En fait, je me passionne depuis plusieurs années sur le marketing des chaussures une fois qu'on a déjà payé. Par exemple, ici, on a une boîte de John Fluvog, elle est emballée comme un paquet cadeau. Il y a les souliers qui sont dedans et on a une série de petites cartes. On a un sticker, par exemple. Bon, ça devient de plus en plus monnaie courante pour pouvoir dire qu'on tripe sur la marque. Et on a une petite carte qui nous dit un peu c'est quoi le sens de cette compagnie-là. Dans ce cas-ci, bon, designer indépendante à Côte-Ouest et détaillée en chaussures de style progressif. John Fluvog crée des chaussures stylées pour des personnes stylées depuis 1970. Et là, tu te rends compte, tu tournes la tête, tu regardais tes chaussures, tu validais ton achat, tu tournes ta tête et voilà, il est là, John Fluvog, dans ta face. Il est là dans sa prime jeunesse quand il a commencé avec tout un tas de chaussures, même des chaussures accrochées sur un porte-manteau. Et il y a toutes sortes de petits messages autour. Par exemple, les vieux amis sont les bons amis, Truth and Integrity since 1970, Style is Grace, ainsi de suite. Et si par hasard, tu avais mal sorti la boîte et que était de l'autre bord, il était marqué Fluvog Science. Il y a 27% de chance que la boîte soit à l'envers si tu lis ce message. Ensuite, pour continuer dans les chaussures Toms, ils sont caractéristiques. Quand on les porte, tout le monde sait que c'est super hot de donner une paire de chaussures à un autre enfant ou un adulte. Mais aussi, s'assure que quand est-ce que tu vas pas les avoir dans tes pieds, tout le monde va le savoir que tu en as. Okay, la plupart des sacs à chaussures, normalement, si vous en faites donner, vous vous rendrez compte qu'il y a c'est juste un petit logo, mais eux autres, le sac à chaussures est un logo en soi avec le message One for One. Donc, très, très clair. Ensuite, continuons dans les chaussures. Connaissez-vous Geox? Geox, traditionnellement, quand même, c'est une compagnie qui a quoi, 20 ans, 25 ans. Et puis, eux autres, ils faisaient une semelle super respirante. Ils avaient une espèce de positionnement un petit peu comme, mettons, les Hush-Puppies, c'est-à-dire pour un type de clientèle, genre qui était plus classique. Et ils ont décidé de commencer à rajouter du design dedans pour aller chercher des nouvelles clientèles. Et parmi leur réflexion des nouvelles clientèles, on a rajouté des chaussures enfants. Les chaussures enfants, ça c'est merveilleux, ça fait toutes sortes d'affaires. Ils sont super belles. Vous devriez voir ma fille sauter pour essayer de faire les lumières. Si c'est pas du UX, là. Quelqu'un m'a dit oui, mais ça fait depuis vraiment longtemps qu'on fait ça. Oui, mais on parle de UX, on parle pas d'innovation, on parle de choses qui marchent. Le UX, parfois, c'est de faire rien, de reprendre la roue. Mais aussi, en faisant ça, ils ont décidé de réaffirmer finalement la relation qu'il y avait avec des clientèles qui étaient d'un certain type, c'est-à-dire un peu plus aisée, c'est une marque européenne, et en Europe, principalement en France, un sens d'être aisé, un sens de type de culture, bien sûr, ce sont les livres. Donc, les gens d'un certain style, d'une certaine classe sociale vont se mettre à empiler les livres, et maintenant, Geox, chaque fois qu'on achète une paire de chaussures pour enfants, donne un livre pour enfants. Et c'est des aventures absolument désopilantes, avec bien sûr la chaussure qui utilise ses super pouvoirs de lumière pour pouvoir voir dans la nuit, ou encore elle décide de souffler les chandelles de gâteau grâce à sa super respiration. Donc, bien sûr, il y a une version iPad, c'est pour ceux qui n'auraient pas acheté les chaussures dans la bonne période, parce qu'il y a un livre par saison. Ma fille, elle ne me rate pas au détour, hein. Il faut qu'elle aille son nouveau livre. Il faudrait une nouvelle paire de Geox, juste pour vous donner une idée du type de chaussures. C'est une chaussure en 95$ plus taxes quand ils sont pas en spécial. Et ça, c'est tous les 3 mois. Ça grandit vite, les enfants. Et là, tu retiens tout d'autres. Elles sont super le fun. Si vous aimez ça, les livres pour enfants sont quand même vraiment bien faits. Il faut aller chercher des personnes intéressantes pour les faire. Et chaque fois qu'on lit l'histoire, on veut pas, on a une relation avec la marque. Puis après, à quelque part, le UX, c'est un petit peu ça. C'est augmenter, c'est faire que chaque point de relation avec la marque soit valorisant, soit pertinent, soit intéressant. OK? Les Cracker Jack, dans le fond, ça fait longtemps qu'il y a des gens qui essayent de créer une expérience supplémentaire avec une marque. OK? Donc, on achète un type de croustille et là, hop, on a un petit cadeau. Quand tu l'ouvres, tu dis « Wow! Extraordinaire! Je peux coller un collant sur mon interrupteur. » Alors,
Puis derrière, il dit « The beaver is the only mammal that never stops growing. » Puis là, ils disent « At last, they don't have to buy clothes. » Donc, et ça, cette expérience-là de Cracker Jack est toujours un petit peu comme les Kinder Surprise. Ça donne tout une espèce de petit feeling de genre... Puis là, tu es comme... Ah! Mais t'es quand même content! Fait que donc, c'est plus qu'une croustille, tu sais. Je veux dire, moi, les Kinder Surprise, j'avoue que je les achète que pour la surprise. Genre, j'ai toujours l'espoir de la peau, ça va être cool. Puis, l'étonnement, c'est toujours une bonne expérience. Puis, comme c'est une présentation sur les émotions, ben, l'étonnement. Un autre exemple d'étonnement, ça, c'est une chaîne de restaurants qui est en Colombie, en Amérique latine, où est-ce qu'on s'est rendu à un moment donné, et ça, c'est vraiment capoté, c'est vraiment des espèces de décors qui sont complètement exubérants. Et la première chose qui est top quand c'est ta première rencontre, ta première visite là, c'est énorme, hein, c'est sur genre 4 étages, là, tu sais, c'est gros, là, c'est 3 fois gros comme l'atelier, ok? Là, c'est sur 4 étages, là, c'est tout bourré à bloc, là, comme visuel. Et là, ils te font faire le tour, là, finalement, tu t'assois à une table. Et il y a toutes sortes d'ambiances, il y a toutes sortes de mariachi weird là, qui se promènent, toutes sortes de choses comme ça. Ça se peut qu'ils arrêtent à ta table, donc de l'entertainment en soi. Et puis, quand il y a des trous entre les services, ben, ils viennent t'amener toutes sortes d'affaires qui vont t'occuper. Par exemple, ça, c'est client honorifique, alors, ou encore Miss Super Belle, quoi que ce soit. Ils donnent des petites couronnes. Ils vont prendre des photos de toi et ta famille, ils vont mettre un petit contour, ils vont te le mettre sur le site web. Bon, donc, tu te remplis le bedon, puis tu te remplis aussi de souvenirs dans les poches, et c'est super cool. Au tout début, ta première relation que tu as avec une transaction normale de restaurant, c'est que tu vas avoir accès au menu. Fait que le menu est une expérience en soi, là, c'est comme ouf. Le gobelet, la première fois, il y a beaucoup de contenu. Et après ça, quand ils vont te donner ta facture, ils la donnent là-dedans. Et là-dessus, il est marqué « Merci d'être venu, revenez bientôt, voici votre facture ». Mais là, tu sors la facture, c'est comme sortir une vieille cartouche là, d'un vieux fusil des années 1800. Et puis, ben, en soi, t'es ravi d'un bout à l'autre. Ils n'ont pas oublié une étape dans l'expérience. Et ces questions-là d'expérience, il y en a tout le temps. Il y a toutes sortes de petits exemples. Par exemple, ça, c'est des pâtes de fruits. Quand tu achètes des pâtes de fruits, pourquoi tu achètes des pâtes de fruits? Parce que tu as envie d'en manger, tu as des enfants. Il y a des raisons normales d'acheter une pâte de fruits. Et là, ben, j'achète une pâte de fruits, ça aussi, c'est en Amérique latine. Et quand je l'ouvre, je réalise, hey, j'avais pas vraiment remarqué, mais chaque bonbon a un message d'amitié. Et ben, non seulement ben, je me sens super aimée quand je les mange, mais en plus, ben, je me suis rendu compte que je m'étais mis à les donner aux gens qui voyageaient avec moi. Parce que ça me faisait plaisir. C'est pas des gens qui auraient mangé des pâtes de fruits. J'aurais jamais donné mes pâtes de fruits normalement, comme ça, d'une façon systématique. Mais tout d'un coup, j'ai augmenté ma consommation de pâtes de fruits, puis après ça, ce que je faisais, je cherchais à en racheter. Donc, c'est des petits plus qui créent une émotion qui va engendrer quelque chose. Dans cette logique-là, c'est que ça me donnait du capital social, ça me mettait en relation. Tout d'un coup, j'étais plus en train seulement de me gaver de sucre, mais j'étais en train j'étais en train genre de me projeter dans le plaisir que j'avais d'être avec mes amis. D'autres choses qui sont bien faites, un autre exemple, je vais déposer le micro pour le faire. Ça, j'ai eu ça, je me rappelle plus, dans un avion à un moment donné. Il y en a beaucoup de modèles. Si vous êtes allé dans des avions, vous voyagez des fois, quoi que ce soit, des modèles de bouteilles de vin avec une coupe intégrée, il y en a plein. Okay? Il y en a toutes sortes. Il faut que tu arraches un bout, il faut que tu le replugues, tout ça. Mais celui-là, il est vraiment bien fait. Il se dévisse. Puis voilà, c'est déjà fait, c'est réglé. Il y a une petite turbulence. Je peux conserver pour plus tard. Alors, ça, c'est un exemple pur de UX utilitaire, très, très simple. Ça fait plaisir vraiment à tout le monde. Premièrement, pensons-y, OK? Le vin qu'il faut couler dedans, n'importe quel fournisseur peut le couler parce que le goulot il est standard. Deuxièmement, quand ça arrive dans le transporteur, c'est très compact, c'est facile, il n'y a pas genre un pied qui traîne, je ne sais pas trop quoi, c'est facile à traîner, c'est facile à stocker. Troisièmement, ça réduit un acte pour les agents de bord, ils n'ont pas besoin de verser quand ils me donnent mon vin. Ça fait sauver du temps, ça vaut la peine quand même quand tu regardes au bout du compte au niveau du nombre d'interactions à avoir avec les clients. Pour terminer, ben, il y a tous les avantages pour moi comme client d'avoir ça. Puis si j'ai pas envie d'avoir mon vin tout de suite, ben, je le prendrai une autre fois. Puis c'est à noter que c'était quand même si c'est un vin de l'année, il était quand même très bon pour un vin de compagnie aérienne. C'était pas si pire. Donc,
Donc, ça va être une conférence sur focus sur la stratégie UX. La stratégie UX, ce n'est pas du design, c'est très important. Donc, on a eu la visite au WAC de cette femme-là qui a comme changé ma vie. J'aime tellement son livre. D'ailleurs, je l'ai amené si vous voulez le feuilleter. Il est très cool. C'est UX Strategy. Ce qu'elle dit, c'est que la stratégie UX, c'est le croisement de la stratégie business avec le UX design. Donc, à ne pas mélanger, c'est aussi différent que, par exemple, le design de produit ou encore la stratégie de produit. Donc, qu'est-ce que je fais? Moi, comment je me nomme? J'aime bien dire que je suis un engagement designer. Ça fait quand même près de 10 ans que je me dévoue à ce genre de mandat-là. Seulement rajouter, épicer, rajouter par-dessus le marketing traditionnel. J'ai plusieurs autres cordes à mon arc professionnel. Ça marche-tu, ce que j'ai dit? Oui. Okay. Deuxième version, oui. Et moi, ce que je vais faire aujourd'hui, c'est beaucoup vous parler de comment est-ce que les émotions vont générer de l'engagement. Pour moi, ça, c'est vraiment c'est vraiment le nec plus ultra de la relation avec le client. Je m'intéresse énormément à ça. Tu peux avoir toutes sortes de relations, mais quand tu arrives à l'engagement, les gens vont vraiment se dévouer pour toi. Et la seule façon de le faire, c'est en étant en vraie relation, honnête et en synergie. Et quand quelqu'un est en engagement, ça veut dire qu'il y a de la confiance, qu'il y a de la complicité, puis ça donne toutes sortes de comportements. Par exemple, même Scott Towel, il a droit. Donc ici, on a une fille qui était très contente de se déguiser en Scott Towel. Celle-là, elle veut montrer son chat sur Scott Towel. Même le chat semble avoir une avis sur le Scott Towel parce qu'il dit « So soft and fluffy that even my cat loves it ». Alors, ou encore, on a ici quelqu'un qui sentait le besoin de se partager du fait que quand elle était bébé, elle avait été habillée en sponge towel. Donc, UX ethnologique, quand supporter l'émotion déverrouille des comportements. Donc, qu'est-ce que c'est du UX ethnologique? Bien, à la base, c'est une approche de marketing qui est différente. Dans le sens qu'on va se centrer sur, contrairement au marketing traditionnel dont l'objectif est de générer des ventes, le marketing ethnologique va être vraiment centré sur supporter le naturel, avoir une relation vraiment long terme qui va être normale pour l'usager autant que pour l'entreprise. Moi, je rajouterais ça c'est mon bout à moi. Par exemple, la compagnie Ricard, quelqu'un me contait ça, que la compagnie Ricard, eux autres, ils ne comptaient pas quand ils vendaient une bouteille de Ricard, mais bien combien de fois une bouteille de Ricard arrivait à sa fin. Ça veut dire que si je l'ai acheté, tu m'as convaincu de l'acheter, tu m'as peut-être j'ai été poussée par une promotion ou quoi que ce soit, mon grand-père buvait ça, je me suis dit, ça doit être bon, quoi que ça. Mais s'ils ne m'ont pas fait de moi quelqu'un qui est un adepte qui sera au bout de la bouteille, ben ça ne sert à rien, cet achat-là. Ils m'ont perdu à quelque part parce que je ne rachèterai plus jamais. Donc, pour eux, une bouteille vendue est une bouteille bue. Un autre exemple de ça, de supporter le naturel, c'est Trunk Club, qui n'est plus vraiment une start-up, en fait. Ils commencent à faire un petit peu d'argent. Ça fait une dizaine d'années. Eux autres, ils étaient dans les premiers à faire du marketing qu'on pourrait dire par abonnement. Donc, les gens, qu'est-ce qu'on fait? C'était pour hommes. Les hommes s'abonnaient à ça et chaque mois recevaient une espèce de boîte avec toutes sortes de vêtements dedans. Ils pouvaient les essayer, retourner ce qu'ils ne voulaient pas garder et basta, c'était simple. Eux autres, ce qu'ils disaient, c'est never have buyer's remorse again. Et ce qui me plaît beaucoup, c'est qu'ils prenaient le temps de dire, regarde, OK, normalement, là, quand tu magasines, là, il se passe tout un paquet d'affaires que c'est pas normal. T'es pas comme ça, toi, là. C'est contraire à ta nature première d'homme. OK, parce que c'était juste les hommes à qui ils vendaient avant, si maintenant ils ont les femmes. C'est contraire à ta nature première d'homme. Moi, je vais te supporter dans ce que tu es vraiment, c'est-à-dire, je vais te laisser la paix. Ils prennent le temps d'écrire des affaires comme, par exemple, Crumped filling rooms with mysterious stains, tu sais, genre. Ou encore hard sell store clerks hunting you down, tu sais. Fait que, tu sais, il y a un côté, mais vraiment, c'est ça, parce que c'est vraiment ça l'expérience. Quand l'expérience phrasée d'une façon extrêmement négative, ça va ressembler énormément à ça. Et puis là, ils disent, regarde, là, tu vas avoir la paix avec nous autres, regarde, t'as 10 jours pour les essayer quand tu veux, comme tu veux, avec qui tu veux, tu sais, devant le miroir ou pas, on s'en fout. Quand on revient à Jane Levy, ce qu'elle disait, c'est qu'un killer UX design, selon elle, OK, c'est quand les gens peuvent accomplir leurs objectifs avec peu de résistance. C'est-à-dire qu'il y a un concept derrière le UX design qui consiste à réduire la friction. C'est d'avoir le moins de problématiques
possible. Tout à l'heure, on avait une conférence qui parlait des pop-up, par exemple. Ça, c'est un exemple de friction. Donc, ce qu'on veut faire, en marketing additionnel, on s'intéresse à la friction parce que c'est elle qui empêche d'acheter. Par exemple, combien de fois avez-vous mis 2-3 affaires dans votre panier ou dans vos mains, vous passez à la caisse, vous êtes prêt à payer tout, et là tout d'un coup, tu te rends compte qu'il y a une petite madame qui compte son change, puis que l'autre après, elle a l'air d'avoir la même face, puis toi, t'es 3 personnes après. Bye! Combien de fois est-ce que les gens, finalement, ne passent pas dans la transaction? Fait que dans ce temps-là, on parle de la friction. Mais on peut aussi parler de friction en termes émotionnels. Par exemple, comme je disais, Ricard, je ne l'ai pas bu, donc à quelque part, j'ai vécu une friction, puis ça m'a empêché de devenir genre une adepte. Un exemple de mandat qu'on a eu, c'était avec MMA, une société d'assurance française, le 3e plus gros assureur français. Eux autres, par exemple, ils nous avaient demandé de repenser à tous leurs différents points de présence web. Puis eux autres, regardez, ça c'est en 2009 quand même, c'est il y a vraiment longtemps. Et ils avaient déjà une application conversationnelle sur leur site web. C'est-à-dire, c'était quelque chose qui était powered par une compagnie française qui s'appelle Virtuose, qui finalement avait une discussion linguistiquement parfaite avec moi. Et elle était capable d'adresser mon problème parfaitement. C'était vraiment très cool. Sauf que là, c'est des assurances, OK? Salut, j'ai un problème, j'ai un dégât d'eau dans mon sous-sol. On voyait pas la fin de la phrase, on voyait pas le début de la phrase quand j'étais rendue à la fin de la phrase. Il n'y a rien de plus insécurisant quand est-ce que je suis en train de raconter un problème pour lequel je me sens pas très confortable. Donc, on m'a proposé d'augmenter le champ texte, entre autres. Et il y a aussi la phase qu'il fallait attendre que la fille réponde, puis si tu avais raté le moment où elle répondait, tu n'avais pas ta réponse. Tu sais, c'était comme le palace all over again. Fait que, on a modifié ça. Fait que, mais par contre, je suis contente de voir que vous connaissez pas. J'ai beaucoup aimé ça. Donc, on revient des années 2000. Donc, tandis que Facebook, eux autres, ils ont décidé aussi. Tu sais, ce qui était un fail d'un bord est un win de l'autre bord, parce qu'avec Facebook, avec un tout petit espace de texte, j'ai jamais l'impression d'être incompétent pour utiliser cette fonctionnalité-là. Je m'explique. Quelqu'un qui est moins à l'aise avec l'écriture, quelqu'un qui n'a pas envie d'écrire, quelqu'un qui est sur un mobile puis que ça le fait chier de taper sur le petit clavier, ben il se sentira, tu sais, s'il écrit 2 mots, là, OK, bye, pas de problème, il a rempli complètement la ligne. Donc, c'est ça que j'ai écrit, j'ai marqué, qu'est-ce que j'ai marqué? Je peux écrire et peux sentir que j'atteins l'objectif. Donc d'un bord, une fonctionnalité d'un bord qui est un win, d'autre bord qui est un fail. Donc, le contexte change tout. Un outil qui est utilisé, là, je vais vous présenter des outils, là, mais je ne veux pas les détailler, là, c'est vraiment pour faire le lien avec ceux qui ont l'habitude de les utiliser. Donc, l'outil de l'Empathy Map sert à ça. On se pose la question dans quel contexte c'est l'utilisateur, puis là, à partir de là, on prend des décisions par rapport à ça. Parce que même dans une situation, quelque chose peut être bien, dans l'autre situation, il n'est pas nécessairement bien. Et chose importante, oui, en passant, si vous voulez, il y a un template déjà disponible, là, vous regarderez là, le lien, là. C'est quand même cool. Et puis, je voulais amener le point que... J'ai oublié. Je me suis arrêtée avec le template. Donc on va s'intéresser finalement à comment la personne se sent et on va par exemple, en UI par exemple, au niveau du mobile, on va se dire, OK, quand les gens sont sur mobile, peut-être qu'ils sont dans le métro puis qu'ils ont comme de la connectivité on-off, mettons. Fait qu'il faut que tu adresses ça. Ou encore, ils sont peut-être à la toilette. Il faut que tu ailles vite, là, ou quoi que ce soit. Donc, on va... c'est très fréquent. Donc, on s'intéresse à dans quel contexte sont les gens. Par exemple, avec le CHUC, on a fait un projet d'innovation participative où le but, c'était de ramasser les idées des employés pour ajuster, pour proposer des améliorations au niveau du fonctionnement du CHUC. Rien de spécial là-dedans, c'est un principe d'innovation participative classique. Okay? En passant, on a passé par 2 phases d'expérimentation, test utilisateur, ça a tout été validé, ça allait super bien. Mais une des choses qu'on a réalisées, c'est qu'à l'époque, c'était avant que ça devienne le CHU de Québec, il y avait juste 10 000 employés. Donc, quand tu as 10 000 employés, c'est très facile d'être un numéro. Okay? Donc, qu'est-ce qu'on fait pour adresser ça quand on veut vraiment pas envoyer de message de numéro? Parce que là, il ne faut pas oublier que traditionnellement, là, tous les endroits où on met des idées, qu'on les partage, que tout le monde peut les commenter, puis les améliorer, puis faire des thumbs up, qu'est-ce qui se passe après? On a un leaderboard. Fait qu'imagine, je suis nobody dans la vie, j'arrive là sur la plateforme, puis ben là, il n'y a pas de chance, je m'en sortirai pas. Fait qu'avec la direction, on a décidé de faire
un random directement par défaut. Alors, à la base, déjà, j'ai toutes mes chances et c'est écrit partout en grosses lettres là, dans la présentation de la plateforme. Ça dit « Nous analysons toutes les idées ». Donc, par conséquent, moi, si je suis juste un lurker, je suis quelqu'un qui veut juste arriver pour faire des lives, je vais arriver là puis je vais dire genre « Ah, tu sais, ça sert à quoi que je lise le bas de la liste? » Parce que c'est pas grave, parce que toutes les idées sont lues et validées et commentées et avec un feedback. Donc, si supposons que j'avais pensé que j'étais un numéro, puis que je veux dire qu'encore là, j'avais pas une chance, puis que, tu sais, c'est ça, le jeu, c'est toujours pareil, on fait juste me squeezer dans la vie, puis bon, j'aurais pas fait. J'aurais pas mis des idées sur la plateforme. En passant, ça a vraiment bien été là, pour cette plateforme-là. Là, on a atteint des très beaux résultats classiques de communauté web, tout dans les chiffres normaux. Et puis, mais c'est qu'il y a des émotions qui peuvent permettre ou empêcher de basculer. Les basculements, c'est des choses qui nous intéressent énormément en marketing. Il se passe d'un bord ou de l'autre, ça va dans le sens de ce qu'on veut ou ça va pas dans le sens de ce qu'on veut, mais dans tous les cas, les basculements sont super importants. Et moi, si je veux vous sensibiliser à quelque chose aujourd'hui, c'est de vous intéresser à tous les points de basculement qui peuvent arriver dans une interaction avec une partie prenante, donc un stakeholder. Par exemple, parlez-en à Michel et Augustin, qui sont une marque française ils revisitent finalement tous les produits pour casse-croûte. Et ils ont vraiment une nature déjantée, c'est dans leur âme, fait que ça se sent dans tous leurs produits. Donc, j'en ai apporté là, ici, par exemple, je collectionne ça, moi, des vieux packages de smoothies, par exemple. Et là, derrière, il y a toutes sortes de textes qui sont écrits. Par exemple, ça dit notice technique, avant d'ouvrir, faire le poirier à votre mangue 3 fois. Si, elle adore. 2, conservez votre mangue entre 0 et 4 degrés Celsius. 3, à consommer de préférence à la date indiquée quelque part. 4, une fois que votre mangue ouverte, vous avez 24 heures pour la déguster. Donc, comment passer des informations tout en étant sympathique? Et ils misent énormément là-dessus. Par exemple, les petits sablés qui, en fait, c'est une boîte. Normalement, à quoi ça sert la boîte, là? Tu as le plastique pour tenir les sablés ensemble puis garder la fraîcheur. Puis après ça, ben, la boîte, elle sert plus pour pouvoir permettre la superposition, finalement, des paquets sur un étalage d'épicerie. Et là, ben là, eux autres, ils continuent, là, le ton est super sympathique, vous pourrez venir voir ça, mais ils se permettent de faire quelque chose. Ils disent « Hey, t'as toujours rêvé d'un comptoir Michel et Augustin au milieu de ton salon? Ah, ben dans ton magasin préféré, ben c'est très simple. » Et là, ce qu'ils font, c'est qu'il y a une technique en marketing traditionnel qui consiste à être le pull. C'est-à-dire, tu vas dans un magasin, tu dis « Avez-vous ça? » Puis ils disent « Non, on n'a pas ça. » Puis ils disent « Ah, peut-être que je devrais le commander, peut-être que je devrais l'offrir. » Mais là, ils vont plus loin. Ils disent carrément, ils disent remplissez le formulaire E452B sur notre site, il y en a juste un, à remettre à votre chef de rayon ou téléphonez de toute urgence à Charlotte à la bananerie au 07 71 18 11 69. Et Charlotte répond. La même chose a lieu chez une Quad Bank, par exemple, aux États-Unis, où est-ce que dans toutes les succursales, il y a un gros téléphone doré et il est marqué « Parlez au président ». Et effectivement, si vous décrochez, vous parlez au président. La plupart des appels, en fait, sont des appels pas sérieux parce que les gens veulent vérifier que c'est bel et bien le président à l'autre bout. Mais voilà. On a un autre exemple ici où c'est un autre produit. Et là, ils racontent pas toujours la même histoire. Ils disent d'où vient le produit, pourquoi ils ont décidé de faire ce produit-là, des choses comme ça. Et encore une fois, ils vont demander aux gens de partager leurs idées, des recettes, quoi que ce soit. Et ils disent, bon, ben, écrivez-nous, appelez-nous, on est intéressés. Donc, encore une fois, ils invitent leurs consommateurs parce que le consommateur est charmé par l'écriture, parce qu'il est en relation positive, parce qu'il y a comme une boule de sucre dans la bouche, il est comme tout content. Puis là, il lit ça, puis il se sent prêt à contribuer et à partager le succès de cette entreprise-là. Everything is a platform. Pourquoi? Parce que ça, c'était juste une boîte. Puis pourtant, non. Tous les points de contact que vous avez avec votre consommateur, c'est une plateforme. Quand est-ce qu'on était au cégep qu'on se faisait mettre une étampe là, parce qu'on avait veillé la veille, là, puis qu'on ne l'avait pas lavé le lendemain, là, ben, je m'excuse, mais on était une plateforme. Okay? Donc, tout est une plateforme. Parlez-en de Moose Jaw. Moose Jaw, ils envoient du linge, c'est l'équivalent de mec, okay, aux États-Unis, un petit peu plus déjanté, jeune. Et puis, ben, ils ont décidé de commencer à mettre des stickers sur leurs emballages. Okay? Il y en a qui sont purement du branding. Par exemple, no knife, use teeth. Genre, ou encore, ils vont dire, par exemple, ça c'est l'assurance qualité, sealed with a kiss.
Puis là, tu as la personne qui signe. Bon, ça, c'est super engageant pour les équipiers, les gens qui travaillent à l'interne parce qu'ils mettent leur nom. Fait que si ça se passe pas bien, ils vont se dire, la personne va dire, hey, c'est Matt qui a emballé ça, fait qu'il a oublié un de mes t-shirts. Fait que, tu sais, ça fait ça. Et là, la personne, là, elle n'a pas encore vu son stuff. Là. Elle n'a pas encore vu son stuff, elle est toute énervée, elle est vraiment contente. Autre exemple, j'avais été invitée à faire quelque chose pour le Forum des femmes, le Forum mondial des femmes francophones. Ça, c'est un endroit où tu as des femmes de toute la francophonie, beaucoup d'Afrique, qui viennent partager finalement la réalité féminine. Pas dans une logique genre on devrait avoir l'égalité salariale, parfois c'est plus grave que ça, genre les viols continus au Congo, des choses comme ça. Et c'est un endroit, tu sais, c'est des femmes. Ça veut jaser, les femmes. Hein. Ça a vraiment envie de raconter des affaires, puis ils sont pas chanceux, ils arrivent de bout du monde, puis là, c'est un endroit où c'est français quand même, comme endroit. Tu t'assois, puis t'écoutes les élus parler, là, tu sais. Fait que là, ce qu'on leur a offert, c'est une possibilité de se canaliser. Alors, on leur a donné des petits papiers. Bon, j'en ai un exemple, puis ici, ça, c'était mon prototype. J'en ai un vrai quelque part. Et en fait, c'est vraiment le format. En passant, c'est mondial. Là, les gens qui se mettent des petits messages là, entre filles, quand on se passe un petit message tout plié, là, c'est mondial, ça. Et on leur a donné la possibilité de commenter qu'est-ce qui se passait. Donc, je suis ici pourquoi, l'enjeu qui me tient à cœur, j'appelle la planète, j'appelle les femmes de la Terre entière, etc. Et ça a donné des choses comme ça. Donc, des gens, tous les deux, qui commentent côte à côte. Ah oui, j'ai oublié de dire que ces petits messages-là, ils les passaient dans l'assistance à leur voisine. Et la voisine le passait à la voisine. Et là, on avait 150 messages qui circulaient parmi ces 150 participants. Et les gens se sont mis à commenter comme ça, se répondre les uns les autres, toutes s'entendre ensemble pour rajouter des choses. Où ben, il y en a vraiment des extrémistes, là, ils se répondent oui, puis ça aussi, ou quoi que ce soit. Et après ça, ben, bien sûr, ils se sont tous fait remettre un petit papier pour leur dire où est-ce qu'ils pourraient aller chercher la version numérisée de ce projet-là. Et en y allant, ben, ils ont repartagé, ils ont continué de commenter là-dessus. Ça a fait quand même certains médias. Bon, ça, c'est logique qui était derrière ça, donc j'ai pris la note de ça. L'important dans tout ça, c'est de comprendre que tu sais, je parlais que tout est une plateforme, mais il y a aussi le point de vue des touch points, donc les points de contact. C'est-à-dire que, par exemple, si moi, c'est la première fois que j'entre dans un magasin, dans un commerce, OK, quand je mets ma main sur la porte, c'est mon premier point de contact direct. Attention, il y en a des indirects aussi, mais direct. Si la porte est sale, je vais m'en rappeler. Pensez à tous vos dépanneurs du coin, là, la porte est tout le temps sale. Pourquoi? C'est mon première relation avec toi, je ne vais pas rentrer, je ne vais pas vu ton produit, puis c'est sale. Mais tu sais, donc, c'est les touchpoints, il y en a toute une batch. Tu peux toujours décider de te taper le trip, de faire le tour de tous les touchpoints, de chacun de tes types de clients par personnel, tout ça, ça peut être vraiment long, mais en tout cas, c'est toujours pratique de te demander, bon, ben, OK, est-ce que je suis dans un touchpoint? Puis un touchpoint, c'est important parce que, veux pas, il y a une expérience, OK? Il y a qui j'étais avant, puis 2 secondes après, je suis pas, théoriquement, je pourrais ne pas être le même parce que j'ai eu un touchpoint. Je m'explique. Par exemple, je vais prendre un exemple très, très ordinaire. Une fille qui n'a pas de chum, puis son ami lui dit « Hey, j'ai quelqu'un à te présenter. » Premier touchpoint par rapport au gars, c'est ce que sa chum lui dit. Deuxième touchpoint, tu entends parler l'autre personne qui dit « Ah ouais, tu as dit que tu veux me présenter un tel! » Deuxième touchpoint, ainsi de suite. À un moment donné, tout d'un coup, elle va prendre rendez-vous avec lui, mettons, par courriel. Troisième touchpoint, ainsi de suite. Donc, on peut diviser les touchpoints. Ça, c'est un exemple de touchpoint. Zap Québec, Zap Québec s'est déployé sans trop parce que j'avais fait de la stratégie de ça. Puis, à un moment donné, on avait besoin d'argent. Puis, il y avait une belle subvention que les élus pouvaient donner de 100 à 150 000 $. Ben là, puis nous, on avait d'autres ententes avec d'autres bailleurs de fonds qu'on avait réussi à faire renouveler. Ça avait été vraiment cool, là, puis ça. Alors là, on leur a dit, parmi ta deuxième batch de bailleurs de fonds, on va te mettre de la pub. Fait que là, on s'est dit, comment je vais faire pour faire de la synergie entre tous ces gens-là? Ben, on a fait des pubs, je sais pas si vous le voyez, mais non, ça, vous ne le voyez pas, mais c'est la 279. Là. Ces bus-là, c'est les express. Là. Ils font genre 2 voyages par jour, OK? Ça coûte vraiment pas cher quand même à faire de la pub là-dessus. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'ils font une affaire. Quand ils arrivent en ville, qu'est-ce qu'ils font? Ils se parquent. Ils se parquent où? Devant le Parlement. Donc, c'est merveilleux. Tous les élus ont pu voir qu'on avait fait un effort de notoriété. Alors, voilà. Un autre exemple de touchpoint, un organisme pour lequel je donne du temps, c'est les filles des sciences. C'est une journée de maths, une journée de sciences, grosso modo, parce que les filles, en secondaire 2 ou 3, savent faire leurs options, peuvent tester, voir si c'est ça qui les fait triper.
Et quand ils font... et l'affaire, c'est qu'on avait traditionnellement toujours le même nombre, plus ou moins le même nombre de filles, puis c'était tout le temps les filles qui traitaient les sciences. Ça veut dire qu'on n'arrivait jamais à aller chercher quelqu'un qui pourrait se poser la question. Ça veut dire qu'on n'arrivait jamais à avoir l'ami de cette fille-là non plus. Donc, qu'est-ce qu'on a fait? On a revu le design qui est fait par la merveilleuse Émilie derrière, d'ailleurs. Et on a revu tout ça, donc on a fait des choses funky quand même, là. Et avec des chats, là, puis des mèmes internet, puis tout. Et on a commencé à dire aux filles, finalement, ceci n'est pas une journée scolaire, ceci est un moment entre filles, donc on a été chercher vraiment une approche beaucoup plus commerciale. Et on a même décidé de faire des shows de corridor. Dans le fond, ils sortaient entre ton cours, là, le midi, là, entre la cafétéria et les casiers, mettons, on a fait des shows. Les filles venaient voir, ils avaient c'est comme une version freemium. Dans le fond, ils pouvaient tester la journée avec une série d'expériences. On s'assurait d'avoir des expériences qu'ils pouvaient faire du share this. Je m'explique, on leur donnait, par exemple, on leur faisait faire des balles super rebondissantes ou encore de la neige, de la fausse neige. Fait que là, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils revenaient au stade. Ils disaient, tu sais que t'as eu ça? Oh là-bas! Fait que t'avais les filles. Ils revenaient, tout ça. Donc, on a créé ça. Et puis, ben, vous remarquerez, les intrus! C'est des gars. C'est pas une journée pour les gars. Pourquoi ils sont là? Ben, c'est parce que nos clientèles, ben, ils évoluent dans leur propre réseau, puis ces réseaux-là aussi peuvent ne pas être vos clients. Ça, c'est quelque chose à considérer. On n'y pense pas souvent, mais derrière chaque client, il y a un whisperer. Il dit que oui ou que non, puis tout ça. Donc, à quoi ça peut ressembler? Là, on se dit, ah ouais, mais comment tu fais pour schématiser ça? C'est une question que je me suis fait poser super souvent, et j'ai un exemple. Donc, ça, c'était pour Logique, qui est un client que j'ai eu pendant 5-6 ans. Fait que, à la base, Logique, c'est des participations pour des voyages. Fait que tu as des participants actuels, tu as les anciens, tu as les futurs. Pas compliqué. Mais ils se sont rendus compte que quand ils les mettaient ensemble, ces gens-là avaient tendance à vouloir tout de suite échanger. Puis que de part et d'autre, il y avait un accord mutuel qu'ils avaient envie de faire ça comme relation ensemble. Donc, il y a déjà une communauté Logique qui existe. Fait qu'on s'est dit comment on peut la maximiser. Puis on s'est dit, est-ce qu'il y a juste ça? Ben non. Il y a plus que ça. Il y a les employés de Logique qui interagissent, il y a l'entourage des futurs participants, les parents des amis. « Ah non, tu ne vas pas aller encore par là-bas, c'est dangereux. » Il y a les autres organismes qui vont faire les interventions ou avec lesquels Logique va faire des partenariats pour travailler, par exemple Québec numérique récemment. Ensuite, il y a toutes les autres affaires, les bailleurs de fonds, les élus, parce que c'est un organisme parapublic, etc., etc. Donc, quand on s'intéresse à ça, on se dit « OK, ça ressemble à ça. » Bon. Est-ce qu'on fait ça pour le fun? Pas vraiment. On fait ça parce qu'on veut voir comment est-ce que ça peut grouver ensemble. Le but, c'est de s'assurer que quand il y a une relation qui se passe, c'est que tout le monde le sente, même quand ils sont loin. Parce que quelque part, les employés de Logique font écran entre, finalement, les bailleurs de fonds et les participants. Donc, à quelque part, on pourrait appeler ça un point de friction. Mettons qu'on fait un lien. Fait que là, tu sais, dans le fond, on va essayer de faire sentir ça, en espérant que ça influence l'engagement de toutes les parties qui sont plus loin. Donc, c'est comme ça qu'on construit une communauté. On passe par le cœur, puis peu à peu, on construit autour, puis on essaye d'engager de plus de gens en créant de la proximité, puis en les rapprochant. Fait que plus j'y rapproche, plus il y a de la place pour qu'il y ait d'autres gens qui s'intéressent, et ainsi de suite. La création des mouvements de groupe, c'est juste possible quand est-ce que tu supportes les comportements naturels. Tu peux essayer de faire basculer un seul client pour le convaincre d'acheter quelque chose, quoi que ce soit. Mais quand c'est comme ça, il y a beaucoup de monde, là, je veux dire, tous ces gens-là, ils ont toute une opinion sur quelque chose, ils ont tous un champ de référence personnel, ils sont tous, je veux dire, ils vont faire ce qu'ils veulent, ils ont tout leur libre arbitre, fait que tu peux pas vraiment les changer, c'est trop de job. Fait que ce que tu peux faire, par exemple, c'est de supporter les comportements naturels. Comment on fait pour supporter les comportements naturels? Ça, j'ai un exemple ici. Je pourrais venir le voir tout à l'heure, c'est APQ, donc l'organisme d'action bénévole, qui voulait outiller les entreprises, les organisations dans son réseau, puis eux autres, ils ont comme un DG, mettons, c'est une ancienne infirmière, ou c'est un groupe de bénévoles, des femmes de 72 ans qui ont été caissières toute leur vie, des choses comme ça, puis là, il faut qu'ils adressent des problématiques, genre de stratégie profonde. Et imaginez-vous, là, vous autres, là, vous arrivez là, vous n'avez jamais fait ça de stratégie, puis là, il y a un vrai problème d'organisation. L'organisme, là, il va fermer, là, sinon. Alors, comment faire pour réussir à réfléchir des gens ensemble? Bien, on les a regardés, puis on a conclu qu'on a fait un jeu. En fait, un truc qui crée un entonnoir naturel de résolution de problèmes. Et avec tout un kit, là, toutes sortes de petites affaires. Là. On a des petites cartes, là, puis on leur fait penser aux différentes ressources qu'ils ont. Donc, c'est une approche par opportunité, en fait, en maximisant leurs ressources. Une approche qui est reconnue dans la littérature
pour les plans d'affaires. Et puis, on leur fait monter ça, fait qu'on leur demande d'ajuster toutes les cartes selon leurs besoins pour la postérité, et ainsi de suite. Et bien sûr, de marquer leurs préférences. Et ça finit que chaque personne adresse un livrable, quelque chose qu'elle est capable de faire elle-même, et tout le monde, finalement, est capable d'avancer. Pour faire ça, ben, il faut faire plusieurs itérations. Fait qu'au début, la première fois, on fait comme un prototype qui a l'air de n'importe quoi. Mais quand même, on teste l'interactivité, on teste le besoin. Après ça, ben, on a eu des contraintes de produits. Bien sûr, il ne fallait pas que ça coûte plus que tant, il fallait utiliser tel genre de machine, avec tel partenaire, etc., etc. Donc, on a testé pour que ça marche aussi avec le nombre de post-it pour une équipe de 8 personnes, et ainsi de suite. Quand on fait ce genre de tests-là, des tests utilisateurs, moi, je vous dis, s'il vous plaît, là, faites de l'observation. Faites vraiment de l'observation parce que quand vous demandez aux gens s'ils aiment ça ou pas, là, ben, comme disait le grand Clotaire Rappel que personne n'a aimé, il disait « Moi, je ne crois pas les gens parce que les gens ne savent pas ce qu'ils pensent. » Fait que ça ne sert à rien de leur demander. C'est pour ça que, par exemple, Procter & Gamble ou encore Ikea vont se rendre dans les maisons, ils vont regarder comment les gens vivent, comment les gens utilisent les choses. Et, par exemple, vont même mettre des outils pour que les gens, automatiquement, nourrissent leur recherche continue, par exemple, en disant « Regarde, moi, c'est ça que j'ai fait avec tel meuble, c'est comme ça que je fais ça. » Fait que ça, par exemple, c'est un site de Ikea pour sauver l'espace qui est géré par Ikea. Puis derrière, bien, il y a une gang d'analystes, bien sûr, qui disent « Ah, ils font ça avec le produit, quelle bonne idée! » Donc, puis quand on fait de la recherche comme ça, grosso modo, pour arriver là, ben en fait, c'est un principe d'attitude sur lequel je ne m'arrêterai pas, mais il y a beaucoup de la littérature autour de ça, mais grosso modo, dans une attitude, les gens ils ont une intention de comportement. Par exemple, j'ai vu une pub qui dit qu'il faut que je m'attache ou encore il ne faut pas que je conduise quand je suis fatiguée. Donc, la prochaine fois, je ne le ferai pas, tu sais, je ne conduirai pas quand je suis fatiguée. Mais l'habitude, les choses, la fatigue, le UX de ta journée fait que tu n'as pas le choix de rentrer chez vous. Fait que tu vas finir par quand même pas changer ton comportement. Donc, une façon dont moi, je vous propose de faire cette recherche-là pour éviter d'avoir à vous taper la réflexion anthropologique et ethnographique complète, c'est allez-y par événement. Demandez-leur quand il se passe ça, comment ça se passe. Puis là, quand ils racontent, tu détectes l'émotion A qui a eu lieu, puis tu regardes comment l'événement a changé ton émotion en émotion B. Donc, avant qu'il arrive ça, par exemple, la porte, comme je disais, j'étais comme, mettons, j'avais super faim, j'arrive, je m'en vais aux toilettes avant de commander, je vois la cuisine, c'est dégueulasse! Je suis dégoûtée, je m'en vais. Donc, je suis passée d'une personne affamée à une personne dégoûtée. Donc, comme ça qu'on s'intéresse aux émotions. Fait que, donc, regardez pour commencer, ensuite, poser des questions si jamais vraiment on a besoin de spécificité. Donc, c'est des discussions ouvertes, semi-dirigées. Puis, bien sûr, on s'adapte. C'est l'organisation qui s'adapte. Les gens n'ont pas à s'adapter, sérieusement. S'il fallait qu'ils travaillent pour pouvoir te payer puis te donner de l'argent, je veux dire, ça n'a comme pas de sens. Ensuite, un exemple avec Savoura, on s'était intéressé à savoir comment est-ce que les gens pourraient parler de tomates dans les soupers. Parce que le share this, ben, ça existe dans la vraie vie, genre au téléphone, comme dit Laure Gabriel, ou encore carrément juste pourquoi tu dis genre « Hey, aimez-vous les tomates que j'ai mis dans ma salade? » C'est des Savoura. Fait qu'est-ce qui fait ça? Fait qu'on s'était mis dans les épiceries, qu'on avait demandé aux gens de raconter des histoires de tomates pour voir à quoi référait la tomate. Les gens tombaient tout de suite dans l'enfance, toutes sortes d'exemples de comment est-ce, toutes les histoires qu'ils nous ont racontées. Et là, on s'est rendu compte que quand les gens rentraient en relation avec les tomates, bien, ils rentraient en relation avec une expérience passée d'amour et de famille, etc., etc. Et le nombre de personnes qui nous ont demandé est-ce qu'on pourrait avoir des plans Savoura? OK? Fait que là, j'ai dit à la compagnie faites des plans Savoura. C'est vraiment pas compliqué, ça va quoi? Genre, on va donner 8 tomates, là, on s'en fout, là. Puis les gens vont être contents toute l'année, là, genre j'ai fait mes plans Savoura parce qu'ils voyaient vraiment Savoura comme le grand kingpin expert de tomates. Fait que c'est sûr que c'était les meilleures tomates au monde, tu sais, genre, t'avais un plan Savoura. Fait que ça a donné aussi toutes sortes d'informations, qu'est-ce qu'on met sur le site web, qu'est-ce qui fait que les gens vont rentrer plus en relation, qu'est-ce qui fait que les gens vont davantage donc être engagés, donc acheter des tomates Savoura et non pas une autre. Puis toute cette réflexion-là par rapport à comment on fait que les gens share, que les gens continuent, qu'il y a le goût de participer, tout ça, ben là, tu sais, il y a comme toute une tendance, parce qu'il y a le Growth Hacking Funnel, dont on a eu quelqu'un qui a fait une présentation récemment, je ne sais plus où. Et puis, ça, on les connaît, mais j'aimerais vous montrer celle-là. Ça, c'est un timeline. En fait, on prend une personne, finalement, ton client, puis on dit tout ce qu'il expérimente sur sa timeline, puis après ça, ben là, tu as toutes les différentes personnes dans l'organisation qui sont liées à lui. Qu'est-ce que ça leur demande comme effort? Quel est le flux de satisfaction? Puis après ça, le type d'émotion qu'il vit. Puis il y en a une autre ligne, là, normalement, tu peux rajouter, c'est les coûts. C'est où les grosses structures de coûts aussi que ça coûte le plus cher. Fait que, tu sais, quelque part, si ça coûte super cher là, puis le client il a commandé, mais il est parti là, s'il n'était pas content, ben, il veut pas, t'as une grosse perte de coûts. Donc, c'est une façon de faire un lien
entre le business strategy, donc les besoins donc, en termes de processus d'une entreprise et ainsi que les besoins des clientèles. Il y a un lien que je vous ai mis, le Customer Journey ou Service Blueprint, pour pouvoir réfléchir à ça. C'est les points de contact, comme on analyse ça. Clinique, eux autres, ils avaient fait une réflexion sur ça. Ils avaient fait des petits paniers. Puis supposons, quand tu prends ce panier-là, ce que ça dit, c'est « Dérange-moi pas, je magasine en paix ». OK? Fait que c'est vraiment ça, tu sais, ce panier de la chitrine, promis, on ne vous dérangera pas. Et c'est vrai, hein? Et ils ont fait ça aussi, ils ont fait des tirs à silet sur lesquels il est écrit soit A, j'explore tranquillement, B, j'ai le temps de jaser, donc tu peux me présenter toutes tes nouveautés, ou course contre la montre. Ça veut dire, pendant que la petite madame à qui tu es en train de montrer le fer à paupières qu'elle se le met, là, fais-moi donc payer, s'il vous plaît. Fait qu'on réduit les irritants, les espaces de frottement. Puis pour réussir à faire ça, bien sûr, c'est parce qu'ils ont détaillé les usages, les raisons pour lesquelles on arrive sur un kiosque clinique. Puis bien sûr, ils ont séparé ça par type de persona. Je ne m'étendrai pas là-dessus. Les personas, ça existe aussi en B2B. Une de mes clientes présentement, c'est les jeux extérieurs. Tu sais, dans les parcs, là, tu sais, comme les glissades, wouhou, et tout ça. Donc, les gens se sentent bien incompétents pour savoir de quoi ça en a l'air quand ils montent. Imaginez-vous, OK, vous êtes un parent dans une école, dans un comité d'école, puis là, il faut qu'ils refassent la cour d'école parce qu'il n'y a plus aux normes. Là, il faut que tu achètes un jeu. Il faut que tu fasses un appel d'offres. Fait qu'on les outille pour pouvoir réussir à comprendre la différence entre un plan 3D et de la vraie vie. C'est quoi les différents types de jeux qui sont disponibles. On leur a créé un guide de préparation de projet. En passant, toutes les gens qu'ils appellent via les AdWords, on les enregistre. Alors moi, je les écoute. C'est la recherche continue. Et là, tout d'un coup, il y en a un qui dit « Hey, t'as-tu vu ça, toi? » Il dit ça au représentant. « T'as-tu vu ça, toi, un guide de préparation de projet? C'est mon architecte qui m'a donné ça, c'est pas pire. » Puis là, il dit « Ben oui, c'est nous autres. »« Ah, ouais, c'est le fun! » Fait que, tu sais, dans ce temps-là, tu te rends compte que vraiment, ça va changer. Puis après ça, ben, il y a eu une discussion qui était très, très poussée. Pour un premier appel, d'habitude, les gens n'ont pas une réflexion aussi poussée. Mais là, le client était prêt. On a mis ça super sympathique, comment qu'on peut faire les différentes étapes du projet, comment ça se passe. On a même mis un chat en ligne. Et on a raconté l'histoire d'entreprise. Parce que c'est une entreprise familiale, puis ben, les concurrents, eux autres, sont pas familiaux. Fait que, qu'est-ce qu'on leur dit, grosso modo, on leur laisse comprendre? Ben, nous autres, on a notre nom, ça apporte. Fait que nos jeux, là, on respecte la garantie, puis je vous jure qu'ils sont sécuritaires. Et pour terminer, ben, mettons, on a fait la page contact. On l'a comme vraiment, on a montré avec qui ils allaient parler. Donc, supposons que ça dit appelle-là. Habituellement, c'est Carole qui répond. Maintenant, il y a une personne sur 3 qui dit allô, Carole. Donc, ce cliente-là, c'est une PME. Okay? Nous autres, au Québec, on a beaucoup un marché de PME. Puis cette cliente-là, ben, elle n'aurait jamais accepté de faire une recherche qualitative, extensive avant de commencer à faire un projet pour pouvoir faire un site web. Par contre, normalement, je veux juste vous dire ça parce que Laure Gabriel a dit je veux des solutions quand même faciles, adaptées, tout ça. Quand on parle super souvent de faire des tests utilisateurs, mais la vérité, c'est que les gens n'ont pas nécessairement l'argent pour faire ça. Et à quelque part, ça ne devrait pas vous arrêter. Pourquoi? Parce que, surtout dans une logique où tu fais du UX ethnographique basé sur les émotions, habituellement, ça ne s'est pas fait avant. OK? Fait que ça aide beaucoup, là, ça n'a pas été fait. Donc, tu peux déjà faire un bout en posant une question aux gens, comme il faut, en cuisinant les managers, en disant « Ouais, mais c'est quoi qui arrive super souvent? » Il dit des fois, tu as des relations où les clients sont fâchés, ils sont pas contents, etc. Ou encore, il y a des fois où là, tu peux commencer à cuisiner, puis peu à peu, tu commences à trouver les points de contact qui font problème. Ou quand il y a ce point de contact-là, l'événement, ça crée une relation A à une relation B négative. Ou encore, ça, c'est super cool. Tu dis, ça, je peux reproduire copy-paste partout dans la relation, ça serait vraiment cool. Comme, par exemple, l'exemple, ce que je disais, Andrés Carnederes, ils se sont dit, je crée du entertainment, mais je le fais jusque dans la facture. Fait que, puis en faisant ça, ben là, tu dis juste à ton client, par contre, on va prévoir un peu d'argent pour suivre le projet. Donc, on va faire vraiment, une espèce de réflexion feedback. On met une date au calendrier où on fait le tour. On demande aux différents représentants qui parlent directement avec les clients de nous donner du feedback. Comment ça se passe, as-tu des histoires à me raconter, etc., etc. Et on apprend par là. On révise le truc. Par exemple, le guide de préparation de projet, je veux dire, c'est un document, là, je peux le changer, là, je le mets sur un PDF sur Internet. C'est pas compliqué, là, le site web, c'est super malléable. Donc, on peut changer beaucoup de choses. C'est pas la même chose que de fabriquer des tables ou quelque chose qui est comme qui vraiment passe par une chaîne de production, parce que quand on change quelque chose, il faut vraiment y penser. Même encore que là, les chaînes de production sont faites de plus en plus malléables. Mais donc, on va s'intéresser à ça. Il va y avoir un impact, une force de croissance. Parce que souvent, quand on fait ça, là,
les gens hein, dans l'entreprise. On leur pose plein de questions. Fait qu'ils deviennent peu à peu allumés. Puis là, ils disent ouais, mais là, si on changeait ça, si on faisait ci, si on faisait ça, puis là, d'un coup, ils ont des bonnes idées, ils font des dépliants de plus, des ci, des ça. Et là, finalement, tout ça ensemble, ça crée vraiment plus de succès. C'est-à-dire qu'en faisant du marketing basé sur ses émotions, parce qu'on s'intéresse autant aux émotions du client, et attention, un point important, intéressez-vous à comment ça se passe dans l'entreprise. Est-ce que vraiment on est capable de faire, est-ce qu'ils sont capables de faire ce virage-là? Est-ce qu'on peut y aller avec les forces internes de l'entreprise pour faire un virage? Bien, invariablement, ça les allume, ça les fait basculer dans une autre expérience parce que oui, eux aussi ont des points de contact avec le projet. Et de cette façon-là, on crée une croissance, 100% du temps en disant j'ai toujours vu des effets positifs. Donc, par contre, c'est difficile de dire lesquels sont qualitatifs parce qu'ils se mettent à faire plein de choses de marketing traditionnel et de réflexion sur les réseaux de distribution, etc., parce que là, ils deviennent trop boostés. Puis là, ils font toutes sortes d'affaires et on ne sait plus qu'est-ce qui vient d'où. Donc, juste mon petit point, je voulais vraiment vous dire, commencez quelque part. Allez-y, cuisinez les gens qui sont directement reliés aux gens du UX. Puis si, supposons que vous avez un commerçant comme ça, bien, allez vous asseoir et observer, là. Puis si vous ne voulez pas être la seule personne qui observe, soyez un ami qui n'a même pas des compétences de marketing. Soyez quelqu'un qui n'a pas rapport pour qu'il dise « Ah oui, je confirme ce que je vois » ou quoi que ce soit. Fait que s'il y a une chose que je veux que vous rappeliez par rapport à l'émotion qui vient déverrouiller des comportements, c'est que les gens sont des petits animaux naturels qui ont leur petit habitat, leur façon de fonctionner naturelle. Si on s'intéresse à dire « OK, comment toi tu fonctionnes, comment t'es? » Toi, là, quand tu as un événement de cette nature-là, normalement, tu passes de quelle émotion à quelle émotion naturellement? Toi, là, avant que j'existe, là, tu faisais quoi dans la vie? Ça se passait comment dans ta vie avant que j'existe? Comment ce que je t'offre était remplacé par quoi? Et je vais m'assurer de te donner le passage du A au B minimalement, vu qu'avant, tu consommais quelque chose qui te donnait minimalement ça. C'est mettons que tu commences à mettre de la pâte de fruits, il faut au moins que je te mette le goût de la pâte de fruits. Et après ça, je vais te rajouter quelque chose de plus. Je vais changer des choses, quoi que ce soit, et c'est ça qu'on appelle de l'innovation, qu'elle soit disruptive ou en continu, mais c'est le fait que je passe de là, je m'assure que ça a lieu, et j'en rajoute par-dessus. Alors voilà, c'est tout ce qu'il y a à faire.